voulez être un bon parent, bienveillant, attentif et disponible. En un mot, vous voulez être parfait. En réalité, vous vous sentez à bout. Vous culpabilisez de ne pas avoir suffisamment écouté vos enfants, de vous être emporté pour 3 fois rien. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de Santé Plus, dont le thème aujourd'hui est le burn-out parental. Alors le burn-out parental, ça n'est pas un burn-out professionnel, ça n'est pas une dépression, et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Roskam. Bonjour professeur Roskam. Donc vous êtes une maman de 5 enfants, docteur en sciences psychologiques et à l'université de Louvain, professeur de psychologie et du développement. Vous êtes une grande spécialiste de la parentalité et vous avez écrit chez Odile Jacob le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir. Alors je vous propose un petit voyage de 26 minutes avec nous pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre ce que recouvre ce terme, comment on peut l'éviter et comment on peut s'en sortir. Ma première question, cher professeur, c'est comment peut-on définir ce burn-out parental ? Alors le burn-out parental, il se définit sur la base de 3 symptômes. Le premier étant l'épuisement dans le rôle parental. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que cet épuisement, c'est un épuisement qui est à la fois physique et émotionnel. Donc le parent se sent avec 0 énergie quand il s'agit de prendre soin de ses enfants. Il a parfois des difficultés même à sortir de son lit et rien que l'idée en fait qu'il va devoir s'occuper de ses enfants pendant toute une journée, c'est quelque chose qui lui est insupportable. Et ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que cet épuisement, il est spécifiquement lié au rôle parental. Donc ce sont des parents qui ont quand même de l'énergie pour aller travailler, pour faire une sortie avec des amis. Mais l'épuisement se ressent spécifiquement quand ils sont en relation avec les enfants. Et donc l'épuisement, c'est le premier signe qui va arriver. Et il va être suivi par un deuxième signe qui est celui qu'on désigne sous le nom de distanciation émotionnelle. Donc ce sont des parents qui vont continuer de faire le strict minimum. Ils disent qu'ils fonctionnent en pilote automatique, donc ils vont continuer de donner à manger aux enfants, de les conduire à l'école, mais ils n'ont plus l'énergie pour être vraiment connectés émotionnellement avec leurs enfants. Donc arriver à pouvoir s'intéresser à ce qu'ils vivent, à prendre du temps par exemple pour s'intéresser à leurs émotions. Voilà. Donc c'est une parentalité qui paraît un peu froide. Et ensuite, le troisième symptôme, c'est une perte de plaisir dans le rôle parental. Donc ce sont des personnes qui vont vous dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire avec leurs enfants, mais qu'ils n'y prennent plus de plaisir. Ils parlent de saturation dans le rôle parental et que si l'occasion leur en était donnée, en fait, ils feraient autre chose, ils démissionneraient en fait de ce rôle. Alors ces 3 symptômes, ils doivent nécessairement faire contraste entre le parent tel qu'il était avant et le parent tel qu'il est aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est pas d'utiliser ce terme burn-out pour, par exemple, expliquer le comportement de certains parents qui ne se sont jamais, en fait, investis auprès de leurs enfants et qui seraient des parents négligents, par exemple. Ici, on est bien sur des parents qui ont voulu être de bons parents, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et puis qui, un jour, épuisés, s'effondrent et eux-mêmes vont repérer ce contraste entre le parent qu'ils étaient avant, le parent qu'ils ont voulu être et le parent qu'ils sont aujourd'hui. Et ce contraste ne va pas échapper, par exemple, à leur entourage, spécifiquement aux conjoints, mais aux enfants eux-mêmes qui vont décrire qu'avant, papa ou maman faisait ça ou était comme ça avec moi et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc voilà, ce sont ces 3 symptômes donc d'épuisement, de distanciation émotionnelle, de perte de plaisir qui font contraste avec le parent tel qu'il était avant. Voilà, c'est une situation, 2 situations opposées et ça ne correspond pas à la dépression qui est un tout autre syndrome. Alors, est-ce que c'est une notion assez récente malgré tout ? Est-ce qu'on comprend bien qu'il ne faut pas culpabiliser, mais est-ce que c'est quelque chose qui est croissant dans la société et notamment avec le Covid ? Est-ce que vous avez des données ? Je crois que vous avez fait des études là-dessus. Quels sont les chiffres en fait qu'on peut partager ? Alors, dans votre question comporte beaucoup d'aspects. Oui. D'abord, peut-être au niveau des chiffres. Alors, c'est évidemment un trouble dont il faut s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, les chiffres dont on dispose en France, en Belgique, mais aussi dans 42 pays du monde, montrent que c'est un trouble qui est prévalent. Donc, dans un pays comme la Belgique, on est autour de 7%. En France, on est entre 5 et 6%. Et donc, si on met ça à l'échelle de la population, en Belgique, ça représente 200 000 parents en souffrance et à l'échelle de la France, c'est 900 000 parents en souffrance. Donc, ça représente voilà, une population qui est très en souffrance et nos études qu'on a fait pendant le Covid montrent que le confinement a eu un effet qui tend à augmenter en fait la prévalence parce que si je peux prendre un parallèle avec le burn-out professionnel,
Le confinement, c'est un peu comme si vous dites à des gens qui sont déjà épuisés dans leur parentalité que, OK, si vous êtes épuisé dans votre travail et je vous dis du jour au lendemain, je vous enferme dans votre bureau avec vos dossiers et votre patron et je vous dis pas combien de temps ça va durer, bah, c'est sûr que vos symptômes de burn-out, ils vont flamber. Alors, c'est pareil dans le domaine de la parentalité. Ici, de nombreux parents se sont retrouvés, en fait, cloîtrés avec leurs enfants pour un temps indéterminé. Et donc, chez ceux les plus fragiles, hein, qui étaient déjà évidemment épuisés, ça a fait flamber les problématiques de burn-out avec des conséquences qu'on connaît en termes de violence, par exemple, intrafamiliale. Alors, vous me demandez si c'est un trouble qui est nouveau, enfin, voilà, parce qu'on a l'impression qu'on n'en parlait pas avant. Alors, je pense qu'on a travaillé avec une historienne qui montre qu'il y avait déjà des hospitalisations pour fatigue familiale fin du 19e siècle. On a retrouvé ça dans des archives d'hôpitaux psychiatriques. Et peut-être qu'au début du 20e siècle, on a travaillé avec des données qualitatives, des entretiens avec des personnes âgées qui parlent davantage de surmenage. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on en parlait moins sans doute parce que la prévalence n'était pas aussi importante et que certainement il y a un effet qui est lié à notre mode de vie, un effet qui est lié à la culture, un effet qui est lié à la manière dont on se représente les besoins de l'enfant aujourd'hui, qui fait que ce trouble est beaucoup plus prévalent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été par le passé, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a des conséquences, en fait, du burn-out parental qui ont été rapportées? Comment ça se traduit dans la vie moderne que l'on vit aujourd'hui? Alors, les conséquences, elles sont évidemment préoccupantes parce que les conséquences, elles sont d'abord pour le parent qui est en souffrance, mais elles concernent aussi le conjoint et les enfants. Alors, chez le parent, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquences? Alors, des troubles somatiques qui sont expliqués par le fait que le burn-out, c'est un trouble du spectre du stress. Et quand on est sous stress, on génère du cortisol. Et le cortisol, il va s'accumuler dans le corps. Donc, nos études montrent que si on prélève des mèches de cheveux chez des patients qui sont en burn-out, on va avoir une concentration de cortisol qui est 2 fois plus élevée que chez des parents qui ne sont pas en burn-out. Et le cortisol, il va avoir comme effet de faire flamber tous des troubles psychosomatiques. Donc, si vous êtes fragile du dos, de l'estomac, des intestins, ben, vous avez tous ces troubles psychosomatiques qui flambent. Par ailleurs, ce sont des parents qui vont rapporter une augmentation des addictions, une augmentation aussi très préoccupante des taux de suicide. Alors, vous allez me dire, ça c'est vrai aussi dans la dépression, le burn-out professionnel, sauf que nos études montrent que c'est pire dans le burn-out parental parce qu'au contraire du burn-out professionnel, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, quand vous êtes en burn-out professionnel, vous pouvez toujours vous dire que vous allez réorienter votre carrière, changer de boulot, et au pire du pire, vous allez chez votre médecin qui va vous faire un certificat médical. Mais dans le domaine de la parentalité, on ne peut pas échapper. On ne peut pas être en congé maladie de ses enfants, on ne peut pas changer d'enfant, on ne peut pas réorienter sa vie. Donc les gens en viennent à avoir des idées un peu extrêmes parce qu'ils ne voient pas une autre manière de s'en sortir. Donc on a des problématiques de suicide qui sont très importantes. Alors au niveau du conjoint, ça fait augmenter l'irritabilité et les conflits évidemment dans le couple parce que le conjoint ne reconnaît plus le parent tel qu'il était avant et donc ça génère beaucoup d'incompréhension et beaucoup de conflits. Et les parents en burn-out disent en général qu'ils se déchargent sur le conjoint pour essayer de préserver les enfants un maximum. Parce que les conséquences chez les enfants, c'est une augmentation de la négligence et de la violence. Si bien sûr vous êtes épuisé et que vous êtes à distance émotionnellement de vos enfants, vous n'arrivez plus à éprouver d'empathie. Et donc l'épuisement va vous empêcher de faire bien votre travail et donc vous allez négliger vos enfants, les laisser sans surveillance, vous enfermer dans une pièce pour trouver un peu de souffle et d'espace personnel. Mais vous allez aussi négliger, par exemple, de les emmener chez le médecin parce que vous savez que vous devriez, mais vous n'avez plus l'énergie d'aller dans une salle d'attente avec eux, par exemple. Et ça va générer de la violence. Ce qu'on constate, c'est une augmentation des violences verbales pour des parents qui vont dire « ça aurait été tellement mieux ma vie si tu n'avais pas été là », tellement ils sont saturés en fait dans leur parental. Ça laisse évidemment des traces importantes. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi dans cette situation de confinement, il y a eu une flambée des violences conjugales et une flambée des violences à l'égard des enfants qui ont été rapportés. Alors peut-être que certains de nos téléspectateurs se sont reconnus dans cette définition, dans cette description. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir, puisque je sais qu'il y a moyen de prévenir, c'est pour ça que je vous pose la question, plutôt que de se laisser et de s'enfoncer dans ce burn-out parental, que pouvons-nous faire en termes de prévention ? Alors d'abord, la question de la prévention, elle est essentielle parce qu'on sait que les problèmes de négligence et de violence, ils arrivent en général quand la distanciation émotionnelle s'est installée. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que le premier signe, c'est l'épuisement. Donc des parents qui se sentent épuisés, on ne peut pas dire qu'ils sont en burn-out, mais c'est un signe
Et donc l'épuisement parental, il doit nous mettre la puce à l'oreille quand on est professionnel, évidemment, d'être attentif à ses parents, mais pour les parents eux-mêmes qui se reconnaîtraient dans cette situation d'épuisement, c'est de tenter de mettre quelque chose en place avant de glisser vers les autres symptômes, alors qu'ils vous amènent vers le syndrome de burn-out. Alors, comment prévenir? Alors, la manière sans doute la plus dynamique de le faire, c'est de se représenter la parentalité comme le résultat d'une balance. Donc, la parentalité, c'est d'office stressant. On ne peut pas élever ses enfants sans éprouver du stress. On est stressé pour tout ce qui leur arrive et tout ce qui pourrait leur arriver. Mais en fait, si on se représente la parentalité comme une balance, on a chacun des stresseurs auxquels on fait face. Pour certains, ça peut être avoir un enfant difficile, avoir un enfant qui a des troubles scolaires, un enfant qui souffre d'une maladie. Ça peut être avoir des relations éducatives compliquées avec certains de ses enfants. Ça peut être avoir un conjoint qui n'est pas tellement investi et donc on a des difficultés à être d'accord sur des valeurs éducatives. Enfin, que sais-je, on a tous des stresseurs. Mais en général, on a des ressources qui nous permettent d'y faire face. Et tant que l'équilibre entre les stresseurs et les ressources est suffisamment correct, en fait, on va être épanoui dans sa parentalité. Le problème n'a pas d'avoir des stresseurs, le problème, c'est d'avoir les ressources qui vont permettre d'y faire face. Et donc, la bonne façon de prévenir, c'est de tâcher de limiter les stresseurs, mais aussi d'augmenter les ressources dont on dispose pour faire son job de parent, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de parents, est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une culture où parfois demander de l'aide, c'est comme si on faisait un aveu de faiblesse. Donc, demander de l'aide pour quand j'en peux plus avec mes enfants, c'est comme dire je ne suis pas une bonne mère parce que j'ai voulu des enfants et maintenant, je n'arrive pas à m'en occuper. Donc, en plus, dans une société individualiste comme la nôtre, on ne va pas oser demander de l'aide, on ne va pas oser dire qu'on n'en peut plus et on se laisse crouler sans mettre les ressources en place. Et ça, c'est probablement ce qui s'est passé dans beaucoup de familles en temps de Covid parce qu'il y a des ressources sur lesquelles on compte habituellement et qui ont soudainement disparu. Par exemple, les grands-parents qui ne pouvaient plus venir de temps en temps s'occuper des enfants, ne pouvaient plus faire venir une babysitter pour prendre une soirée au restaurant et souffler. Voilà, donc ce sont toutes des ressources en fait qui d'habitude sont présentes dans la balance des parents et qui tout à coup ont disparu. Et donc la difficulté, ça va être de garder cet équilibre entre les stresseurs auxquels je fais face et les ressources que je mets en place. Et donc la prévention, elle passe par là, c'est prendre conscience de tous les stresseurs auxquels j'ai à faire face et de quelles ressources j'ai dans mes mains en fait pour y faire face. Et quand je sens que ce déséquilibre est trop grand, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les stresseurs et qu'est-ce que je peux faire pour augmenter les ressources? Alors vous parlez aussi très bien dans votre livre que je vous invite à chaque téléspectateur à découvrir en détail parce que vous parlez aussi de la gestion des émotions en fait. Trop de parents finalement se disent qu'ils ont trop de choses à faire, ils n'écoutent pas leur corps. Et vous parlez de la gestion de ces émotions. Alors vous avez parlé des ressources, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la gestion des émotions des parents et de pouvoir exprimer ces émotions qui probablement aident à mieux se prendre en charge? Oui, alors la gestion des émotions, c'est évidemment un point crucial. On n'est pas tous égaux là-dedans, hein. On a tous eu beaucoup d'émotions à gérer toute la journée, dans notre vie de parents, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Peut-être vous ne savez pas, mais on passe 90% du temps de notre temps d'éveil à gérer des émotions. Et on n'est pas tous égaux dans notre capacité à les gérer. Alors gérer ces émotions, ça veut tout dire et rien dire, mais par exemple, c'est déjà être capable de les identifier. Savoir en fait, quand je me sens pas bien, qu'est-ce que je suis en train de ressentir en fait? De la tristesse, de l'énervement, de la colère. Et aussi, une fois que j'ai identifié mon émotion, c'est d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que la source de l'émotion, c'est mon travail? C'est une parole que mon conjoint vient de dire? Est-ce que c'est une attitude qu'un de mes enfants vient d'avoir? Et quand on n'identifie pas bien ni son émotion ni la source, on a tendance en fait à se laisser déborder par cette émotion et avoir des réactions qui sont inappropriées. Par exemple, si la source de mon stress ou de ma colère, elle vient du travail, mais que je ne l'identifie pas et en fait j'explose sur l'enfant qui vient me demander une nouvelle boîte de marqueurs, voilà. En fait, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe et moi non plus d'ailleurs parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser ce qui se passe et donc j'ai du mal à mettre des mots, à expliquer ce qui se passe. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions ni même parfois d'avoir des difficultés à les gérer, c'est d'être capable de faire ce fil de pensée, de les identifier, de savoir d'où elles viennent et puis d'arriver à poser des mots. Parce que dans la communication en famille, avec les enfants, avec le conjoint, dès le moment où on peut exprimer des besoins sur base d'émotions ressenties, mais qu'on peut dire, voilà, je me sens pour l'instant en colère ou je me sens pour l'instant triste parce qu'il vient de se passer ça ou parce que j'ai telle pensée dans la tête. Et donc, voilà, j'ai réagi un peu de façon inappropriée, mais tu sais, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, etc. Ça permet de mettre des mots et donc de faire circuler
un peu l'énergie autour de ses émotions. Et ça, je pense que c'est vraiment une ressource essentielle quand on est capable de bien distinguer de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'écouter notre corps, de pouvoir le communiquer du coup avec les autres. Alors c'est très utile, mais c'est très utile aussi pour les enfants qui doivent eux aussi apprendre en fait à réguler leurs émotions. Et donc on leur apprend à travers notre attitude, à travers nos conversations autour des émotions, à devenir plus compétents eux-mêmes en fait sur le plan émotionnel. Et c'est vraiment des aptitudes qui vont les aider toute leur vie, quoi. Alors, ça veut dire s'extraire ou se prémunir à partir de ses propres ressources personnelles, mais on ne fait pas un burn-out parental en même temps que son conjoint ou sa conjointe. Alors, comment on peut prendre appui et est-ce qu'on peut prendre appui sur son couple? Alors, oui et non. Donc, le conjoint, c'est évidemment une source de ressources, bien sûr, hein, parce que le conjoint, on peut s'appuyer dessus pour partager des tâches, pour aussi faire du partage émotionnel sur ce qui est difficile dans sa parentalité. On peut discuter des valeurs éducatives et donc sentir plus de soutien dans des choses qu'on voudrait installer en famille, des routines, des habitudes, des moments d'obéissance, des moments de calme, etc. Donc, bien sûr que le conjoint, c'est une ressource. Mais en même temps, quand on est en burn-out, le conjoint, il est mis dans une situation de souffrance aussi. Parce que, imaginez que vous êtes une maman impliquée, et puis hop, vous vous effondrez, vous êtes en burn-out, et bien tout ce que vous faisiez avant, qui est-ce qui va devoir le prendre en charge au moins momentanément? C'est votre conjoint, qui n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce qui vous arrive, à comprendre que vous êtes en train de faire un burn-out parental, qui juste vous reconnaît plus. En plus, vous êtes irritable, donc voilà. Donc le conjoint, il a beaucoup de choses à gérer. Vos explosions, plus tout ce que vous avez lâché et que vous ne faites plus. Et lui, il voit les enfants qui ne comprennent rien et donc il doit compenser nécessairement. Donc évidemment, si en plus on se dit, bon, c'est le conjoint qui va m'aider à m'en sortir, ça devient beaucoup. Et donc ce que nous, on constate dans les consultations, c'est que parfois, on accompagne un parent, on le remet sur pied, puis 6 mois après, on voit arriver le conjoint qui s'est effondré. Donc le conjoint, c'est une source de soutien, mais en même temps, il faut être attentif à ne pas bousiller son équilibre à lui non plus. Et donc, il faut aller chercher des ressources chez le conjoint, mais pas que chez le conjoint. Il faut aussi que ça soit plus une communauté, en fait, qui se met autour du parent qui est en difficulté. Et dans cette communauté, il peut y avoir des amis, des voisins, des professionnels, voilà, peu importe, en fait, hein, qui vient apporter ce soutien social. On vit dans une société où on a quand même tendance à peu partager les responsabilités parentales. Et moi, j'aime beaucoup ce dicton africain qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et nous, on a perdu un peu cette culture qui fait que les enfants sont soutenus, l'éducation des enfants est soutenue par une communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à disparaître. Et beaucoup de parents font état d'un sentiment de solitude important, évidemment. Oui. Alors, ce sentiment de solitude, bien sûr, on le vit chaque jour dans cette période de crise sanitaire qui est mondiale. Quels seraient justement quels sont les conseils que vous donnez dans vos consultations? Est-ce qu'il y a des astuces pratiques qu'on pourrait partager maintenant avec les téléspectateurs, même si je sais qu'il y a plein de conseils dans votre livre, mais comment ça se passe aujourd'hui et quelles réponses apportez-vous à cet environnement qui est bourré d'incertitudes? Oui. Alors, en temps de Covid, parce que j'imagine que votre question, elle est plus liée évidemment à ça, les choses sont plus complexes que d'habitude parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accès aux ressources n'est pas tout à fait le même. Mais en même temps, ce temps de Covid, on voit que dans beaucoup de familles, c'est aussi l'occasion, en fait, d'avoir moins de stress parental. Parce qu'on n'a pas, par exemple, autant d'activités extrascolaires à gérer, parce que la vie, parfois, s'est ralentie dans les familles, avec moins de choses à gérer au niveau de la gestion mentale. Parce que les enfants font moins d'activités, il y a moins d'opportunités de courir partout. Et donc, beaucoup de familles se sont aussi recentrées sur l'essentiel avec plus de temps ensemble, par exemple pour les repas, pour des temps de loisirs en famille, des temps de qualité en famille, alors que d'habitude, ce sont des temps où tout le monde est à gauche et à droite avec des activités partout. On fait le taxi pour aller conduire les enfants. Et donc, je voudrais quand même souligner que cette crise sanitaire, pour une partie des familles, en tout cas, elle a été une opportunité de pouvoir se poser et de revenir à des choses essentielles. Et des parents nous rapportent que ça leur a, par exemple, permis de voir et de constater, pour les enfants aussi, qu'on n'est on n'est pas moins heureux parce qu'on n'a pas tous 3 activités à l'extérieur. Et que peut-être qu'à l'avenir, se limiter à une activité chacun, ça permet à tout le monde de moins courir et ça permet de gagner des temps en famille où on mange ensemble avec plus de temps, en étant moins dans le rush.
Et donc, c'est vrai, on a accès à moins de ressources, mais en même temps, pour beaucoup de familles, ça a aussi limité la quantité de stress. Alors, c'est pas vrai pour toutes les familles, mais pour Non. beaucoup, en tout cas, ça a limité le stress. Parce que la clé, elle est toujours là. C'est au fait, arriver à limiter le stress qui m'impacte. Et alors, le stress, on peut le limiter parfois simplement en diminuant la pression qu'on se met à soi-même. Donc, en temps de confinement, ce qu'on a beaucoup dit aux parents, c'est on ne peut pas, dans une situation aussi critique que celle qu'on vit, ambitionner d'être le super parent qu'on veut être d'habitude. Et donc, il y a nécessairement des choses sur lesquelles on va devoir lâcher. Un exemple simple, c'est peut-être que en temps normal, vous mettez un point d'honneur à ce que vos enfants ne passent pas trop de temps devant les écrans et donc vous surveillez beaucoup ça. Alors, ce qui est possible de faire en temps normal, quand les enfants ont leurs activités sportives à l'extérieur, etc., etc., c'est pas toujours possible de le faire dans un temps de crise comme celui-ci où les enfants doivent passer beaucoup d'heures à la maison et où parfois il faut les occuper parce que vous devez faire du télétravail. Alors, ben voilà, relâcher la pression, c'est se dire, ça ne fait pas de moi un mauvais parent si, pendant cette période tellement particulière, les enfants passent un peu plus de temps devant les écrans. Ou ça ne fait pas de moi une maman terriblement problématique si je relâche un peu sur la question de l'ordre dans la chambre, par exemple. Parce que d'habitude, peut-être que vous êtes très regardante pour ça, mais là, nécessairement, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble. Et si vous voulez rester euh, aussi intransigeant sur tout ce que vous mettez en place d'habitude, nécessairement, ça ne va pas être tenable. Et donc, parfois, diminuer le stress, c'est simplement aussi diminuer la pression qu'on se met à soi-même, parce qu'on a quand même tous tendance à vouloir être des parents très, très perfectionnistes. Et du côté des ressources, c'est aller chercher, c'est faire l'inventaire de ce que j'ai encore à ma disposition, même en temps de Covid. Et là, on se rend compte qu'en somme, on a parfois des tas de ressources à sa disposition qu'on n'utilise pas. Je vais vous donner un simple exemple. Donc moi, oui, en effet, j'ai 5 enfants. Quand j'ai été confinée avec eux, une première chose que j'ai fait, en me rendant bien compte l'an dernier qu'il n'y aurait pas cette fête de Pâques où ils allaient recevoir des nouveaux jeux, etc., on a tous fait le tour de la maison, on a tous les placards et on a fait l'inventaire de tout ce qu'on avait et qu'on sous-exploitait parce que simplement c'est là depuis des mois, des années, on a même oublié que c'était là. Et on a fait la liste et on s'est fait une liste d'activités à faire ensemble le soir, etc., sur base de tout ce qu'on avait. Et c'est incroyable, en fait, les ressources qu'on avait à la maison. Et ça a beaucoup amusé les enfants, en fait, de faire cette espèce d'inventaire. Et ça, c'est juste un exemple matériel, mais on peut faire ce même travail Oui. au niveau des relations et des potentialités de chacun, quoi. Voilà. Alors, vous nous dites finalement qu'il vaut mieux privilégier la qualité de la relation à la quantité Oui. d'activités qu'on peut proposer à ses enfants. C'est quoi vous parlez de soigner la relation avec l'enfant. Comment vous la définissez avec vos mots à vous dans les consultations? Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme? Alors, je pense que le terme à retenir, c'est le terme de temps de qualité. Parce que ça va tout dire de la qualité de la relation. Je pense qu'on passe parfois beaucoup de temps avec ses enfants, mais ce ne sont pas des temps de qualité. Parce que on sait en tant que parent ce qu'on devrait faire pour être un super parent. On devrait leur acheter que des jouets en bois qui ont été validés, qui leur apprennent quelque chose. On devrait limiter les écrans parce que ça les rend accros, parce qu'ils zappent sur des bêtises et que ça leur apprend rien. On devrait faire du sport avec eux X heures par semaine, etc. Eh bien, parfois, on devrait faire des activités culturelles, que sais-je. On passe plein de temps avec les enfants à faire des choses qui, au fond, nous ennuient. Par exemple, l'exemple typique, c'est les parents qui vont se forcer à faire des jeux de société 4 fois par semaine, mais ça les ennuie profondément, mais ils savent que faire des jeux de société, c'est essentiel pour le développement de l'enfant. Un temps de qualité, c'est quoi? C'est un temps qu'on passe ensemble où et l'enfant et le parent, excusez-moi l'expression, mais prennent leurs pieds, sont heureux d'être ensemble et de partager une activité avec des émotions partagées. Donc si on partage du plaisir, le plaisir, il est vraiment partagé. Si on partage de l'excitation, il est vraiment partagé. Et ça va être propre à chacun. Avec tel enfant, vous allez aimer faire du sport. Avec un autre, vous allez aimer faire une part de PS4 ou de console, que sais-je. Voilà. Et je dis toujours, en fait, avec des ados, peu importe que le temps de qualité, ça soit, eh ben tiens, pendant les prochaines vacances, on va se refaire toute la série des Games of Thrones parce qu'on aime ça. Et pourquoi c'est un temps de qualité? Pas parce que vous allez être collé devant des écrans, mais parce qu'après, au repas, vous allez dire, waouh, moi j'adore cette scène et tu te rappelles quand il faisait ça, ouais, c'était vraiment l'épisode que j'adorais. Et là, vous avez un sujet de conversation, parce qu'il y a eu des émotions partagées en fait avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais si vous passez beaucoup de temps, mais que ce ne sont pas des temps de qualité. Et vous savez, les enfants, ils vont aussi se sacrifier pour passer du temps avec vous, alors que ce ne sont pas des temps de qualité. Prenez ces enfants, vous amenez un samedi après-midi au musée.
parce que vous savez que voilà, culturellement c'est super, mais qui tout l'après-midi vont vous demander c'est quand qu'on rentre à la maison, parce qu'en fait ils n'ont pas envie d'être là, ils ont envie d'être au jardin et de jouer avec les voisins. Donc ça, c'est très important d'identifier avec chaque enfant des moments de relation de qualité. Voilà. Et ça peut être dans des moments de sortie, mais ça peut être aussi des choses très simples à la maison. Par exemple, moi j'ai un petit garçon, quand il était plus petit, ce qu'il adorait, c'est venir faire le plein de la voiture avec moi. Ça le branchait, quoi, vraiment. Et donc, pour moi, c'était plus agréable d'aller le faire avec lui, mais surtout, il me posait plein de questions. Voilà. Et donc, c'était un petit moment de qualité à nous deux qui ne me coûtait pas grand-chose et qui se passait une fois par semaine au moins. Voilà. Et c'était notre petit rituel d'aller à deux. Et alors, le must du must, c'est quand on repassait au car-wash tous les deux après avoir fait le plein. Voilà. Alors c'est ça, c'est pour dire que c'est pas des sorties qui vont vous coûter cher. C'est repérer tous les petits moments du quotidien où vous avez du plaisir d'être ensemble et à faire une chose finalement assez simple ensemble. Merci, cher professeur. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vous nous avez donné plein d'idées, plein d'explications pour retrouver des forces et savourer à nouveau la joie d'être parent. Alors, je vous invite à passer à l'action en découvrant ce livre, donc le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir. Je rappelle qu'il a été écrit par Isabelle Roskam, que nous venons d'entendre, mais aussi Moira Nicolas Jack. Donc c'est paru chez Odile Jacob. C'est bourré de témoignages, d'études pratiques et de tests pour vous tous qui êtes parents et qui vous voulez regarder devant avec positivité et sérénité. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci, cher professeur, d'avoir répondu à notre question et à la semaine prochaine.